est spécialement dédié donc, à la partie économie d'énergie électrique. Donc, sur un thème spécifique, on va essayer d'aborder ça sur l'aspect métrologique. Je me présente déjà pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Patrick Aubry, je suis responsable du pôle formation, donc société Distram, donc un pôle qui s'appelle Diformation. Où notre spécialité va être de travailler sur tout ce qui va être maintenance préventive conditionnelle, donc dans le domaine industriel, dans le domaine du tertiaire, de l'efficacité énergétique. Et donc, ça va toucher la partie électrique, électronique, mesures physiques, et puis éventuellement des choses un petit peu plus spécifiques sur les produits avec des formations, plutôt des formations type workshop spécifiques. Donc, pour la partie générale, ça touche de la thermographie, ça touche de l'analyse d'énergie électrique, ça va toucher de l'analyse de vibration, de la détection ultrasonore, et puis tous les tests électriques qui sont autour. Pour la suite, voilà, je cherche, excusez-moi, mes petites touches, voilà. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, par contre, Distram, donc une petite présentation très rapide. Donc Distram, c'est une société qui existe depuis un certain temps, ça fait 37 ans. Elle a été fondée en 1979. Notre métier donc, est d'être un spécialiste du test et de la mesure. On a donc à ce titre-là une force à la fois technique et commerciale assez dense. On touche un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la partie formation. On va toucher tout ce qui concernait la métrologie électrique, électronique, physique. Depuis 2010, avec une spécialité spécifique sur la partie efficacité énergétique, donc avec des systèmes de remontée d'index de mesure de grandeur électrique, de température, de mesure de CO, de CO2, toutes ces parties-là. Donc c'est un domaine qui est assez vague de ce côté-là, et donc on touche pratiquement tous les secteurs, le secteur industriel, le secteur du bâtiment, le secteur essentiellement de la recherche. Recherche, par exemple, avec des produits très spécifiques dans le domaine de la thermographie, où là, on a des caméras très évoluées. Donc, sur la partie consommation énergétique, il va falloir gérer les deux. Donc, la prise en compte des charges harmoniques devient cruciale. Aujourd'hui, sur un site industriel, on a plus de 65% des charges qui sont connectées sur un réseau, qui sont des charges non linéaires. Pour le tertiaire, on est sur le même plan, puisqu'on est à peu près sur les mêmes choses. Si vous regardez bien aujourd'hui dans le tertiaire autour de vous, vous communiquez quoi sur votre réseau? Vous allez communiquer des alimentations d'équipements électroniques, l'alimentation de votre PC par exemple. Vous allez connecter des serveurs informatiques, sur l'alimentation d'équipage, des lampes à LED, très à la mode maintenant. C'est bien évidemment fortement non linéaire, des lampes compactes qui sont aussi, évidemment, enfin voilà. Donc tous les éléments modernes aujourd'hui ont une capacité effectivement à travailler sur des systèmes non linéaires. Bon, voilà, c'est une constatation. On ne reviendra pas en arrière, de toute manière, il va falloir vivre avec et il va falloir gérer ça de façon rationnelle. Alors, quels sont les paramètres qui impactent la consommation électrique aujourd'hui? On considère qu'on a 5 points qui auront un impact sur la consommation et qui seront donc à surveiller. On aura la puissance active disponible sur l'installation, donc une mesure de puissance active en watts. On aura la puissance réactive, qui est la mesure en volt-ampère actif. On aura la puissance de déséquilibre, qui sera une mesure en volt-ampère. La puissance des harmoniques, qui sera une mesure en volt-ampère aussi. Et la mesure du courant neutre, qui sera une mesure en intensité RMS, en ampère RMS. Donc ces 5 valeurs sont directement calculées en relation, ce qui nous concerne, sur ce qu'on veut faire, avec une norme qui est assez importante, qui est l'IEEE 1459, qui est une norme internationale, comme son nom l'indique, et qui définit en fait des conditions de mesure de puissance sur des réseaux électriques, soit dans des conditions sinus, soit des conditions non sinus, donc sur des charges non linéaires, sur des réseaux qui sont équilibrés ou sur des réseaux qui sont déséquilibrés. C'est une référence assez importante à prendre en compte. Alors, le premier point à surveiller, c'est la puissance active disponible sur nos réseaux. Donc, un réseau électrique industriel ou tertiaire présente différentes impédances dépendant des sections de câbles, des matériaux qu'on va utiliser, un peu d'aluminium. Il est donc nécessaire de vérifier la charge de chaque section afin de vérifier qu'elle soit adaptée. Sinon, on va avoir des pertes par effet joule qui vont devenir importantes, qui vont être un élément majeur justement dans nos éléments de consommation. Alors là, on voit une indication un petit peu
une synthèse, on va dire, à peu près de ce que pourrait être une schématisation de ce que pourrait être un réseau. Hein. Donc là, on est au niveau d'une charge, alors, ou des charges, hein, qui peuvent être des charges type moteur. Hein, où là, on va faire attention à la puissance active et à la puissance réactive. Et on voit ici notre schéma qui est synthétisé ici par une résistance qui correspond à la résistance du câble, hein, qui dépend de sa résistivité et de sa longueur. Une inductance ici qui est dépendante de ce que va vous donner le fabricant du câble, puisque vous avez une inductance parasite qui est de l'ordre de 1 mH pour 1 km à peu près, et une capacité parasite aussi au niveau des câbles, qui nous demande des valeurs de l'ordre de 1 micro par 1 km. Donc tout ça, chaque fois que vous avez une subdivision dans votre réseau électrique, aura un schéma équivalent qui correspond à ce filtre-là, et de votre poste source jusqu'à l'alimentation de votre charge, vous aurez un empilement en fait, de ces différents filtres qui vont créer au final un filtre équivalent qui aura ses propres capacités et qui aura, en fonction de ça aussi, ses propres capacités vont créer tel ou tel type de problème et de défaut qu'il faudra analyser. Voilà. Donc, en fonction de ça, il y a une petite chose, par exemple, si vous avez un moteur ici, vous avez un condensateur pour rephaser le rephasage, hein, et en fonction des différents filtres que vous avez empilés, vous pouvez avoir un risque de phénomène de résonance ici à cause des empilements de filtres, et là vous pouvez avoir des phénomènes de plaquage dus à ce genre de phénomène sur le condensateur. Donc le réseau d'alimentation interentreprises est constitué de câbles de section d'ampleur différentes, et dans chacune leur impédance. Donc les câbles proches des charges sont de sections les plus faibles et représentent donc les plus fortes impédances. Le condensateur lui produit une chute de tension. Donc il va falloir qu'on vérifie de façon générale ces valeurs-là, de vérifier la charge dans l'eau. Donc on va faire des valeurs en général, des mesures de valeurs efficaces de puissance sur nos installations. Alors, le deuxième point à surveiller, pardon, un peu vite, le deuxième point à surveiller, ça va être la puissance réactive. Hein, donc, sur vos installations, forcément, à tous les niveaux, vous avez pas mal de moteurs hein, qui ont des actions diverses et variées. Hein. Donc, vous en avez d'un petit peu plus forte puissance, forcément, si vous êtes dans le domaine industriel, parce que là, vous allez avoir des choses assez conséquentes en général à activer. Dans le domaine tertiaire, c'est souvent un petit peu moins puissant, on va dire, hein, quoique. Et donc là, vous allez avoir une chose à surveiller qui sera importante, c'est de valider que au niveau de l'alimentation de votre moteur, vous alimentez un moteur, de toute manière, un moteur a un bobinage hein, pour fonctionner, et donc le moteur se comporte en fait comme une inductance, hein, globalement. Hein, donc il a un comportement inductif. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait, dès que vous alimentez un moteur, vous allez voir apparaître un déphasage hein, entre la tension et l'intensité. C'est ce qu'on voit ici au niveau de ce schéma-là, qui regroupe les trois puissances qu'on est en capacité d'analyser et de mesurer qui sont importantes. Hein. Donc on voit la puissance active ici qui est PVI plus phi. On voit la puissance apparente ici, S égale VI. Et ici, on a une puissance, hein, on voit ici, qui est définie comme la puissance réactive, qui s'appelle Q, qui est égale à VI sinus phi en volt ampère réactif. Alors bon, si on se souvient un petit peu de ces cours de cinquième, on va voir que ça fait Pythagore, tout ça. Et donc, si on veut avoir une valeur, une des éléments, il faut dire que S au carré, donc hypoténuse, est égal à la somme des côtés adjacents, chacun au carré. Hein. C'est égal à P au carré plus Q au carré. Donc ça nous définit en fait un facteur, on appelle le facteur de puissance, entre P et S, et on veut, en global, que ce facteur de puissance soit le plus proche de 1. On est peut-être plus habitué à gérer le cos phi, et effectivement, on souhaite aussi que le cos phi va dans ce sens-là. Donc c'est important de gérer cette puissance réactive, parce que si vous avez une puissance réactive importante, donc, en dehors des problèmes que ça peut vous poser avec EDF, si vous avez un contrat spécifique, qui est forcément le cas si vous êtes un industriel qui a quand même pas mal de puissance à distribuer par rapport à ça. Donc là, l'EDF va vous taper sur les doigts si vous avez un réactif trop important avec des pénalités. Mais surtout, de façon générale pour vous, il est indispensable d'essayer d'avoir une puissance réactive la plus faible possible. Bon, pas nulle, parce que sinon votre moteur va ordonnable, mais en tout cas la plus faible possible, parce que ça va vous dire que vous allez avoir des courants de source, par exemple, qui vont être beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez avoir une utilisation d'énergie qui va être optimisée, optimale, on va dire, par rapport à ça. Et donc, vous aurez forcément, dans ce cas-là, un courant qui sera plus faible sur vos lignes d'alimentation. Donc, courant plus faible dit forcément un effet joule qui sera aussi plus faible.
Donc ça, c'est forcément ce qu'on va rechercher aussi, puisque tout ça se cumule. Tout ce que je suis en train de vous montrer tout à l'heure, en fait, ce sont des choses qui se cumulent et qui se répondent les unes des autres. Donc il faut vraiment les maintenir dans un niveau homogène pour qu'au final, on réussisse à faire quelque chose qui soit extrêmement précis en termes d'économie d'énergie. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point à surveiller, c'est la puissance de l'équilibre. Donc, que ce soit dans le domaine tertiaire ou le domaine industriel, vous alimentez vos réseaux en triphasé. Et donc, il convient effectivement par rapport à ça d'avoir un équilibre entre vos phases. Donc ici, on voit le schéma de Fresnel, un diagramme de Fresnel. Vous allez avoir donc vos trois tensions qui sont déphasées de 120 degrés sur un réseau triphasé. Et derrière, vous voyez une petite flèche ici qui symbolise en fait l'intensité. Donc on voit qu'on peut avoir un déphasage, un petit déphasage entre le U et le I. Et donc, l'idéal, on essaye d'avoir le moins de déphasage possible entre les deux. Et donc, ce qu'il faut également, c'est que nos amplitudes, donc, au niveau du U et du I d'ailleurs, soient sur chaque phase le plus proche possible. Et si vous avez un déséquilibre de l'une des phases par rapport à une autre, vous allez vous retrouver avec un déséquilibre. Vous allez retrouver en général, si vous avez un montage étoile avec un autre raccordé, vous allez retrouver ce déséquilibre dans le neutre. Et ça va devenir embêtant parce que ça va vous charger le neutre et ça va créer des échauffements, toujours pareil, effet joule. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de gérer. Vous voyez, on équilibre en tension et en courant entre phases est très important. Chacune des tensions de phase ne doit pas varier en général de plus d'1% par rapport à la moyenne des 3. Le déséquilibre de courant ne doit pas être supérieur à 10%. Tout déséquilibre de tension peut entraîner un déséquilibre important de courant dans les environnements statoriques, ce qui peut provoquer une surconsommation par effet joule. Et forcément, ça va réduire le durée de vie du moteur. Donc un déséquilibre entre une phase dans un tel montage étoile et un autre accordé va générer un courant neutre important. Donc ça arrive beaucoup aussi dans le domaine tertiaire. Dans le domaine tertiaire, on arrive avec un montage tri, et après, chacune des phases va être utilisée pour alimenter des charges monophasées. Donc forcément, vous avez un risque important, si ça n'a pas été correctement fait, de vous retrouver avec un déséquilibre important. Donc ça, c'est un troisième point. Donc la puissance de déséquilibre est vraiment à surveiller, à gérer. Et ça, c'est aussi très important. Quatrième point à surveiller, ça va être la mesure du courant de l'eau. J'y reviens, vous voyez, tout à l'heure, tout se répond, donc il faut faire attention à ça. Donc là, on retrouve donc, un montage triphasé, donc étoile avec un neutre raccordé. On est sur une charge déséquilibrée ici, donc on voit ici au niveau des chronogrammes, et ça c'est les tensions. Ça c'est les intensités. Alors on voit qu'en termes de phase, ça part un peu dans tous les sens. En termes d'amplitude, c'est différent aussi. Donc c'est schématisé ici par notre schéma vectoriel. Et on voit que nos intensités ici, vous voyez, un peu dans tous les sens, avec des amplitudes différentes, etc. Eh bien, il y a une petite méthode simple pour voir ce que ça va nous donner. On va faire une somme vectorielle ici. Donc, on va prendre l'ensemble des vecteurs, I1, I2, I3. Et si on fait cette somme vectorielle, on voit qu'elle ne s'annule pas. Et le seul moyen de l'annuler, c'est par ce vecteur-là. Et il trouve que ce vecteur-là, ça va être le courant neutre, forcément. Donc, ce déséquilibre va être pris en compte, si j'ose dire, par le neutre. Et vous allez vous retrouver avec un courant neutre qui va être important. Et qui, forcément, au bout d'un moment, va aussi, lui, générer un effet joule qui ne devrait pas générer autrement si vous aviez un bon équilibre et aussi peu d'harmoniques. Donc voilà, les harmoniques, j'y arrive maintenant, c'est peut-être le point le plus important. La puissance harmonique, donc on va avoir un petit rappel ici, on est sur les harmoniques, donc une charge en linéaire, il est alimenté par les tensions sinusoïdales, et traversé par des courants qui ne sont pas tournants sinusoïdaux. Vous voyez, c'est une alimentation assez classique d'une charge en linéaire. Vous voyez, la tension, elle est parfaitement sinusoïdale, en principe, ou proche, on va dire. Et là, vous voyez le courant qui est prélevé en fait par l'équipement non-linéaire, qui lui est à flanc REM ici, et donc on voit très bien que ça risque de nous poser un certain nombre de soucis. Donc si on prend la décomposition un peu du signal ici, on voit donc là, alors ça c'est la décomposition du signal en courant, donc ça c'est la décomposition du signal carré. On est sur une décomposition de Fourier ici, et donc on voit la composante en fréquence en fait du signal en question. Donc on voit que la fréquence, on appelle ça la fondamentale, est la même que la fondamentale de la tension, donc c'est du 50 Hz. Et puis après, vous voyez tout un tas de composantes qui constituent le signal et qui sont des composantes de fréquence multiples du 50 Hz. Vous voyez par exemple l'harmonique de rang 3, qui est affichée ici, qui est le multiple en fait de 3 fois la fondamentale, à savoir 150 Hz. Vous avez l'harmonique de rang 5 ici, l'harmonique de rang 5, c'est 5 fois la fondamentale, ça fait 250 Hz, ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là sont significatifs.
et vont vous donner un certain nombre d'informations qui vont être très utiles, et vous allez vous apercevoir que sur certains signaux, vous avez des signaux qui sont très très chargés, et vous allez vous apercevoir que, par exemple, au niveau de la valeur efficace de l'ensemble des harmoniques sur votre signal, cette valeur efficace de vos harmoniques est supérieure à la valeur fondamentale. Alors ça crée clairement énormément de problèmes. Donc oui, donc la plupart des dispositifs électroniques de puissance comportent une décharge en linéaire, voilà, donc il y a plus de 65% de la demande d'énergie qui est non linéaire. Alors, je ne sais pas, ça ne veut pas passer la suite, je suis désolé. Est-ce que c'est ça? Donc la puissance harmonique, alors donc les harmoniques vont intervenir à plusieurs niveaux sur notre réseau. Un niveau principal, c'est que le raccordement des charges sur le réseau génère des courants harmoniques, dont les conséquences sont multiples sur la consommation électrique, donc augmentation de la température des conducteurs par effet Joule. Et les courants harmoniques générés par les charges non linéaires ne transportent aucune puissance active, puisque quand on a une fréquence que la tension le permet. Donc ça veut dire que quand vous avez des harmoniques qui sont générées par des équipements que vous avez raccordés sur votre réseau, ces harmoniques se retrouvent sur votre réseau, ils ne servent à rien. Elles ne servent qu'à échauffer vos réseaux. Donc on se retrouve sur vos câbles, elles vont les échauffer, elles vont créer des effets Joule. Elles ne servent à rien puisqu'elles ne transportent pas de puissance active. Donc, ce qui nous intéresse sur un réseau, c'est bien évidemment de pouvoir transporter cette puissance active pour pouvoir l'utiliser directement sur un moteur, sur un équipement quelconque. Là, en l'occurrence, les harmoniques, elles, en sont totalement incapables. On voit ici, vous voyez, on voit une harmonique, donc on voit la tension ici, on voit une harmonique de rang 2, c'est une harmonique à 100 Hz, donc c'est l'harmonique de rang 2. Et on fait un petit calcul de puissance active ici, très simplement, on s'aperçoit, par demi-période, la puissance active de notre signal ici, donc due à 50 Hz et due à 100 Hz, est nulle. Donc, alors ça, on peut faire ça pour toutes les valeurs de l'harmonique, on va s'apercevoir qu'effectivement, voilà, ça va nous servir à rien. C'est une vraie difficulté, donc ça ne sert qu'à charger nos réseaux. Je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas forcément passer. Voilà, c'est un mal de chien à passer, j'en suis désolé. Un cinquième point à surveiller toujours dans la puissance harmonique, c'est que les harmoniques ont une particularité, c'est qu'on a une augmentation de la température des conducteurs et donc des pertes par effet Joule à cause des harmoniques, corrélativement à un effet qu'on appelle l'effet de Proust. Donc globalement, ça c'est vous raconté ici, mais à partir du moment où vous faites passer une fréquence plus élevée dans un conducteur type section pleine de cuivre, en fonction de l'élévation de la fréquence, donc des harmoniques, puisque les harmoniques sont des multiples du 50 Hz, donc ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 150, du 250, 550, etc., quel que soit le rang. Donc on aura forcément une augmentation de la fréquence à ce niveau-là, et on s'aperçoit que dans un conducteur, la conduction en fait, de ces fréquences plus élevées se fait de plus en plus à la périphérie du conducteur, ce qui revient en fait à réduire la section utile du conducteur. Donc ça revient, en théorie, ça vous oblige, si vous avez un taux d'harmonique important sur vos installations, sur vos réseaux, à considérer un dérating sur la section de vos systèmes. Donc on le voit ici, vous voyez, à 50 Hz, on est sur une section de 10 mm. À 50 Hz, on n'a plus que 9,38 mm de section utile, déjà, vous voyez, c'est même pas 10. Quand on est à 400 Hz, on n'a plus que 3 mm de section utile. 3 mm². Quand on a 10 kHz, on n'a plus que 0,66 mm². Et puis si on va à l'absurde de MHz, on ne va pas passer ça dans les conducteurs électriques, mais on n'a plus que 21 micromètres de section utile pour pouvoir passer l'information. Vous voyez, ça va très très vite, ça. Et si vous avez des harmoniques de rang élevé, vous avez un phénomène ici d'effet de peau, effet pelliculaire, on dit aussi, qui est très important. Ah, ça marchait. On a un autre point toujours d'harmonique ici. Donc, si vous avez une harmonique de rang 3, de rang 9, de rang 15, vous apercevez que sur vos réseaux triphasés, vous avez, ici on voit nos 3 tensions déphasées de 120 degrés, et on voit qu'on a une addition algébrique en fait des harmoniques de rang 3 sur chacune des phases. Donc on va retrouver en fait le courant de l'harmonique de rang 3 qui peut être important, qui est un des plus importants en général d'ailleurs sur nos signaux. Et là vous allez retrouver en fait, une harmonique de rang 3, vous allez la retrouver dans le neutre. Donc elle va s'ajouter éventuellement
au déséquilibre de réseau que vous pouvez avoir, et vous allez atteindre des valeurs qui vont bien paraître relativement élevées. Alors, toujours pareil, les harmoniques, on peut avoir une augmentation des pertes au niveau des transformateurs aussi, pertes par courant Foucault, dans les enroulements par effet Joule, des risques de saturation en présence d'harmoniques paires. On peut avoir une augmentation des échauffements par effet Joule dans les enroulements statoriques des machines tournantes. Donc voilà, nos harmoniques nous créent en fait vraiment des joyeusetés de tous les côtés. Et vous avez un autre point aussi qui est important, c'est que la présence d'harmonique, en fait, vient modifier la valeur de la puissance réactive d'un signal par le fait qu'on a ce qu'on appelle une puissance de déplacement. Et cette puissance de déplacement, en fait, va nous amplifier la valeur de puissance réactive. Donc on aura, si on a plus de puissance réactive, ce que j'ai dit tout à l'heure, on aura plus de courant, ce qui augmentera l'effet Joule. Et ça aura un autre effet pervers, c'est que si vous faites une mesure de la puissance réactive au niveau de vos moteurs, dans l'hypothèse de créer une compensation par condensateur, hein, vous faites des gradins condensateurs et autres, vous allez prendre en fait la composante qui correspond en plus à la composante qui est simplement liée aux harmoniques, qui est une composante très variable au fil du temps. Et donc, vous allez faire un calcul qui va être faux au niveau de votre condensateur de rephasage et vous allez surcompenser votre réseau. Alors, dans tout ça, donc là, on a eu les 5 points principaux à surveiller de façon assez simple. Alors, on a un certain nombre d'outils portables, déjà puissants maintenant, qui nous permettent effectivement de capturer ces différents éléments et les traiter sous un certain nombre de formes, sous forme de tableaux, sous forme d'équipements, divers et variés, à récupérer sur les formes d'enregistrement sur les long termes, sur des enregistrements sur des durées très longues. On peut avoir des références normatives aussi sous des suivis de signaux. Et là, on va trouver, bon, sans grande surprise, les fabricants les plus importants. Donc, chez Flow, vous allez trouver une batterie de produits très bien adaptés pour ce genre de choses, avec des composants de Flow. En termes de maintenance, pas de problème, c'est des gens qui savent faire, et donc vous allez avoir des outils qui fonctionnent sur batterie, qui permettront d'utiliser, vous voyez, des TI avec des formes très très spécifiques qui vous permettent de passer un petit peu dans tous les environnements qui sont compliqués dans les armoires. Chauve Harmony aussi, bien évidemment, une gamme à ce niveau-là qui est très importante, hein, avec une gamme très intéressante aussi, avec des systèmes éventuellement qui peuvent être mis en boîtier, étanche, des choses comme ça aussi. Donc on retrouve des choses à peu près équivalentes. Et puis un autre fabricant qui est un peu moins connu peut-être dans ce domaine-là, mais qui est connu depuis très longtemps dans le domaine de la perturbographie, par exemple, c'est Tranet, qui a sorti une gamme de produits en analyseur d'énergie, vraiment aussi très, très bien faite, très efficace, et qui nous donne de très bons résultats par rapport à ça. Alors, juste une petite aparté, hein, je vous ai parlé de Fluke. Par rapport à ce que je viens de vous dire, Fluke, sur l'un de ses produits, hein, donc, a créé une fonction qui permet d'obtenir directement le coût annuel de la non-qualité d'un réseau électrique sur son analyseur directement, qui s'appelle Fluke 435-2. C'est un laser d'énergie classe A. Et cette fonction permet un affichage donc, des 5 grandeurs à considérer en tenant compte des caractéristiques du réseau et du fournisseur d'énergie. Et les mesures sont réalisées selon les directives de l'I3E 1459. Donc vous avez un mode d'enregistrement qui vous permet d'avoir un tableau qui, en fonction des conditions de votre réseau, donc vous allez spécifier les valeurs de longueur de câble, les valeurs le type de câble que vous utilisez, est-ce que c'est du cuir, est-ce que c'est l'aluminium, etc. Vous allez rentrer également vos données d'achat de votre énergie. Bien évidemment, si on veut faire un comptage et un coût, on va faire ça. Et vous voyez, donc il y a 5 lignes. Vous trouvez donc, le kilowatt énergie qui est disponible. Donc là, c'est ce que je vous ai montré dans le premier temps. Puissance inutilisable réactive. Donc là, c'est la mesure sur la puissance réactive. Les kilowatts rendus inutilisables par des points de déséquilibre, on les retrouve ici. Les kilowatts rendus inutilisables par rapport à des points d'harmonie, on va les retrouver ici. Le courant dans le neutre, dans sa mesure, on va le retrouver ici. On retrouve le total. Et c'est un brevet qui a été déposé par Fluke, l'université espagnole. Et ils réussissent en fait à nous donner une estimation du coût global annuel de la non-qualité de notre réseau. Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant. Donc on peut le faire autrement, bien évidemment, en le faisant soi-même. Mais voilà, je voulais vous le signaler parce que c'est vraiment un produit qui est très orienté par rapport à ça et qui, de ce côté-là, est assez intéressant.
Alors, je vais pouvoir terminer. Donc, simplement, donc, pour vous guider dans tout ça, hein, c'est quand même un domaine, hein, j'essaie d'être le plus, vous donner suffisamment d'informations, mais d'être le plus synthétique possible. Hein. Donc, c'est quand même un domaine qui est assez vaste, assez fourni, assez technique au final quand même. Donc, pour vous guider, je mets en place des formations. Moi, j'ai 5 formations. Une formation inter ou intra-entreprise de 2 jours qui s'appelle Énergie 2, donc qui traite de l'analyse d'énergie et de la résolution des problèmes de l'harmonique, hein, donc analyse, détection et résolution. Une formation d'une journée spécifique sur les harmoniques. Donc là, on part en compte la partie analyse d'énergie. Donc, c'est pour les gens qui ont peut-être déjà de ce côté-là pas de problème, mais qui veulent avoir une connaissance un petit peu fine sur la partie harmonique. On va avoir une formation interentreprise aussi sur cette fois-ci l'aspect plus normatif, hein, donc sur l'ISO 50001, une formation qui s'appelle ISO 50001, qui est une formation d'un jour en interentreprise. Donc là, par contre, on fait plutôt que chez nous. Donc là, vous êtes à la fois en interne chez nous ou directement chez vous. Si le besoin s'en fait sentir, si vous êtes un nombre suffisant, que ça va y aller à la peine. Oui, pour finir, donc sur la partie ENF 16247-3 ou 16247-2, donc respectivement industrie et bâtiment, on a aussi des formations Energindus 1 et Enerbat 1. Alors, je vais juste terminer sur une petite chose ici. On a un pôle qui est important dans l'activité de la société aussi, c'est le pôle location. Donc, on a un choix assez important d'analyse d'énergie à ce niveau-là. Donc, comme on est sur des appareils d'expertise, bien évidemment, ça peut être intéressant d'avoir son propre produit, mais peut-être que pour valider un certain nombre de choses, dans un premier temps, on peut peut-être commencer par une question, histoire de comprendre où ça se situe. Et donc là, vous avez un choix assez vaste sur la partie location. Une prestation qui peut être purement matérielle, donc vous prenez une location, ou alors vous souhaitez avoir une assistance à la pose de matériel et surtout éventuellement une aide à un audit qui pourrait être fait sur votre réseau. Donc ça, on peut bien évidemment proposer tout ça. Je vais réussir à arriver au dernier, mais là, il n'y a plus qu'un slide derrière. Donc, voilà. Le slide derrière est simplement pour que vous ayez mes coordonnées. Hein, donc vous pouvez m'appeler si vous souhaitez, si vous avez des questions spécifiques par rapport à tout ça et tout qu'on a pu voir. Vous pouvez vous renseigner toujours sur l'adresse du site général ou sur le site spécifique à la formation. Donc voilà, j'ai essayé de couvrir un petit peu. Hein, je suis un petit peu débordé, j'en suis désolé. Si vous le souhaitez, par rapport à tous ces thèmes-là, écoutez, je peux répondre à vos questions. On a une dizaine de minutes apparemment qui peuvent être réservées à ça. Donc je suis à votre écoute. Je regarde dans le chat les questions que vous pouvez me poser et puis je vais essayer d'y répondre de la façon la plus complète possible. Voilà. Bon, tout le monde est un peu timide visiblement. Donc, ouais. Est-ce que j'ai tout dit? C'était absolument parfait. Ce serait étonnant quand même, parce que je pense que j'ai dit des choses qui n'ont pas été claires. À mon avis, ça me semble assez évident. Alors, Adrien, c'est une bonne question. Mais alors, pour le coup, je ne suis pas normand, hein, pourtant, hein, mais je vais te vous faire une réponse de normand. C'est vraiment très, très dépendant du site. Hein. Vous avez des sites qui ont forcément des puissances totalement différentes mises en œuvre. Mais ce que je peux vous dire, je ne vais pas forcément parler des pertes, mais je vais plutôt parler éventuellement des économies qu'on pourrait réaliser si on respecte ces différents points. Sur un site industriel qui prend une centaine de personnes, dans un domaine de fabrication classique, donc il va avoir quelques machines, des presses ou des choses comme ça, vous pouvez facilement avoir des recettes en fin d'année par rapport à la bonne observance de toutes ces choses-là, qui va être de l'ordre de 30 à 50 kilos euros. Ça va aussi loin que ça. Hein. Donc, tous ces domaines-là sont extrêmement importants à surveiller et indépendamment aussi du fait que ça va vous éviter d'avoir quand même aussi pas mal de problèmes, hein, puisqu'on a évoqué les harmoniques tout à l'heure, mais les harmoniques, elles vont vous créer, indépendamment de la partie surconsommation, on va dire, énergétique, elles vont vous créer énormément de problèmes derrière. Hein. Donc ça, c'est quand même voilà, les deux phénomènes
sont très liés l'un à l'autre, et c'est très intéressant d'ailleurs, hein, puisque pour quelqu'un qui est un technicien de maintenance, par exemple, son action qui va l'aider à avoir un site le plus opérationnel possible, ça va lui permettre aussi de faire économiser de l'argent à son entreprise. Donc on gagne à tous les niveaux là-dessus. J'espère que j'ai répondu à votre question, hein. Non, pas pour le moment, Hakim. Non, pas pour le moment, mais ça va pas tarder, à force, hein, parce que je sais pas, hein, si on regarde un petit peu les nouveaux compteurs qui sont en train d'être mis en place, il va peut-être se passer des choses, hein, parce que forcément, quand vous regardez chez vous, vous retrouvez effectivement sur des sur que des charges non linéaires, pratiquement, à moins que vous ayez un chauffage à l'ancienne, corps résistif. Donc je pense qu'il va se passer des choses à un moment ou à un autre. Mais bon, en tout cas, il est toujours bon d'essayer, si on peut le faire, de limiter ça au maximum, puisqu'on va limiter les courants harmoniques sur notre réseau, ce qui sera bon aussi. Donc il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Non, non, l'ordre de grandeur est plus important que ça, hein. On peut raisonnablement, on va dire, sur un site, en observant les choses, avoir des économies pour des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 15 kg à 30 kg euros, hein, sans trop de difficultés. Oui, exact. C'est-à-dire que la puissance apparente, absolument. Alors là, on est sur des choses qui sont particulières, hein, parce que ce domaine-là, si vous voulez, est quand même un domaine qui est fortement intéressant à partir du moment où on a des puissances mises en place qui sont assez importantes. Et donc, dans ce cas-là, on va de toute manière forcément travailler sur des équipements industriels d'un certain niveau ou du tertiaire. Donc, j'ai vu des cas, par exemple, il y a peu de temps sur les tours à la défense, qui étaient assez étonnants, vous voyez, donc avec des économies potentielles à la clé, qui étaient extrêmement importantes, et qui donnent en plus, sur la partie gestion des réseaux électriques, une discipline qui est juste en fait un coup à prendre, si je veux dire. À partir du moment où on a une observance de ces façons de travailler, quand on n'a plus de pied, après on n'y pense même plus et on a une action qui est extrêmement vertueuse à ce niveau-là. Et bah, si on peut éviter de dépenser effectivement inutilement l'énergie électrique et pouvoir consacrer effectivement cette économie d'énergie à des investissements ou éventuellement les embauches de techniciens ou d'ingénieurs supplémentaires, etc., sur des gros sites, bah, pourquoi se priver, hein. Ça serait dommage de ne pas en profiter, hein. Voilà. Une question qui arrive. Alors, pour limiter les harmoniques, il y a plusieurs solutions. Alors, il y a des solutions qui sont purement structurelles, des fois, hein. Donc, le fait, par exemple, si vous pouvez, sur un système électrique, avec je sais pas, mettons, un montage étoile avec un moteur raccordé, vous savez que vous avez des problèmes d'harmonie de rang 3 qui sont très élevés sur votre site. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez passer sur un montage delta, un montage triangle. Et là, automatiquement, vous allez éliminer les harmoniques de rang 3. Il ne vous restera plus qu'à traiter les autres harmoniques de rang 5, 7 et autres si vous en avez, hein. Donc, il y a des solutions structurelles comme ça. On peut utiliser des transferts d'isolation. Et après, vous avez des filtres, hein. Vous avez tout un tas de systèmes de filtres, les inductantes, qui permettent alors soit de contenir, on va dire, si on prend, imaginons un générateur, un variateur de vitesse, donc qui est forcément de charge non linéaire, qui va générer des harmoniques. Vous allez pouvoir analyser cette partie-là. Vous allez pouvoir comprendre les composantes de l'élément en question. Vous allez savoir qu'il y a des générateurs d'harmoniques, on va dire, typiquement de rang 5 et de rang 7, mettons. Eh bien, vous allez pouvoir définir des filtres spécifiques qui vont confiner en fait cette harmonique de rang 5 et de rang 5 entre le filtre et la charge en elle-même, hein. Donc c'est un peu comme la compensation de déphasage sur un moteur, hein, c'est la même chose, et ça va éliminer en fait, vu de la source, complètement les harmoniques en question qui ne remonteront pas plus loin, hein. Donc après la difficulté dans tout ça, par contre, c'est de réussir à faire une analyse assez fine pour pouvoir
savoir quel élément qui est perturbateur sur votre réseau. Donc c'est là que vous avez besoin des anecdotes d'énergie avec des enregistrements pour faire un enregistrement sur le long terme et comprendre effectivement ce qui va se passer sur votre réseau, parce que sinon vous êtes un peu en aveugle, parce que ces systèmes-là, pour peu qu'ils ne soient pas connectés sur votre réseau, par définition, ils ne génèrent pas d'harmonique. Et le moment où ils se connectent, c'est là qu'ils vont être générateurs. Donc si vous n'avez pas un enregistrement sur une semaine, mettons, qui fait que vous allez forcément voir toutes les communications des différents équipements, vous ne serez pas en capacité effectivement d'aller chercher précisément cette information. Donc voilà, alors il y a d'autres systèmes aussi, il y a des systèmes actifs par exemple, hein, où là on analyse en temps réel en fait le réseau, en fonction de la forme d'onde, on crée une forme d'onde en opposition et on la réinjecte sur le réseau. Donc là on est sur des systèmes qui sont en général des systèmes assez coûteux, et qu'on réserve en général à des lignes d'alimentation très spécifiques sur lesquelles on doit avoir une sécurité la meilleure possible. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que les harmoniques, en plus, une fois qu'elles sont sur votre réseau, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles servent à rien parce qu'elles transportent de la puissance active, elles ne transportent pas pardon, de puissance active, mais en plus, comme elles sont présentes sur votre réseau et qu'elles ont des fréquences différentes, elles ont des phases différentes, elles ont des amplitudes différentes, il se trouve qu'à un moment précis, elles vont être toutes en coïncidence au même endroit, au même moment, et clac, elles vont vous créer une subtension. Donc ça va avoir des tas d'impacts. Ça peut être un impact de destruction d'un étage d'entrée, ça peut être un impact simplement à la limite de disjonction de protection. Bon, ok. Bon, après, si vous avez une disjonction qui se met en disjonction toutes les 5 minutes, en général, les techniciens qui sont d'Astrap n'apprécient pas trop. Donc voilà, il y a plein de solutions effectivement qu'on va pouvoir mettre en place derrière, mais ça demande de toute manière de faire une analyse fine du comportement de notre réseau et comprendre le type d'harmonique qu'on a, et en plus sur une durée importante, pas simplement un instant T. Mais si on veut faire simplement une mesure sur un réseau, il suffit de faire une mesure qu'on appelle le taux de distorsion harmonique en tension, en pourcent, sur le réseau. Et ça, c'est un peu comme le thermomètre, en fait, pour le médecin, pour savoir s'il y a de la fièvre. Ce taux de TSG en tension, il doit être une valeur qui doit être inférieure à 5% à peu près. Si vous dépassez ça, très rapidement, vous allez avoir des enregistrements. Donc, il y a certaines manips qu'on peut réaliser assez facilement et sur lesquelles on va pouvoir travailler. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question là-dessus. Pareil, je vais refaire une approche généralement, ça dépend vraiment du type de perturbation que vous avez sur votre réseau. Vous avez des choses qui sont simples à faire, hein, les observances pour essayer justement de limiter au maximum les déséquilibres. Bon, ben ça, c'est une chose à prendre en compte et appliquer. Le fait de valider effectivement de ne pas avoir un niveau de puissance trop important sur chacun des conducteurs qui va nous créer un effet jaune important, bah ça c'est pareil, c'est une analyse qu'on va faire régulièrement et qui va être de la responsabilité du technicien simple. Il n'y a pas d'investissement par rapport à ça. Le seul investissement éventuellement, c'est si vous êtes obligé d'investir sur les transformateurs d'isolement pour confiner un peu votre problème à un endroit, ça sort un coût. Ça peut être éventuellement le fait aussi de déterminer quel type d'équipement est en défaut et de vous poser un problème d'harmonie qu'il va falloir solutionner par l'achat de filtres. Donc ça va avoir un coût. Mais si vous avez identifié votre équipement, vous allez avoir un filtre qui ne va pas être très cher parce que vous aurez un filtre qui aura une puissance relativement faible. Par contre, si vous êtes en difficulté pour déterminer exactement le type d'éléments qui vous pose problème, là, vous allez avoir des systèmes qui vont être un peu plus volumineux en termes d'affaiblissement de l'harmonique, mais avec une puissance beaucoup plus importante, parce que vous allez souvent être au niveau du TGBT, et là, le coût va être beaucoup plus important. Hein. Mais sinon, si vous avez une observance normale sur une entreprise de 100 personnes, en respectant ces différents points, bah, ça va être, en termes d'investissement, vraiment limité. Hein. Je dis limité, effectivement, au coût des filtres, transformateur peut-être. On est plus dans le domaine de l'observance de bonne pratique qu'autre chose. Quoi, hein. Donc, on est, par rapport à ça, sur un coût relativement limité. Bon, hormis le fait de faire les mesures, et quand vous faites les mesures, vous allez prendre du temps, ce temps, forcément, a un coût. Donc, vous voyez, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut le prendre.
mais c'est une bonne pratique. Bien, bah, écoutez, merci. J'espère avoir répondu à tout le monde. Je crois qu'il est 48, donc en principe, on a grosso modo jusqu'à moins le quart, donc on a débordé un tout petit peu. Donc si personne n'a de questions complémentaires, je vais arrêter là. Alors, bien évidemment, vous avez toutes mes coordonnées, hein, il y a un replay qui est derrière. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions voilà, complémentaires par rapport à ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne continuation de journée, une très bonne après-midi et bah, je vous dis à très bientôt pour la prochaine partie qui concernera un autre type d'économie qui ne sera pas forcément sur le domaine électrique, mais qui sera sans doute sur un autre domaine touchant, j'imagine, la détection de ultrasons. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée.